Ces chiffres effrayants. La Miviludes, qui est la mission qui lutte contre les dérives sectaires. Les dérives sectaires. Les signalements de dérives sectaires. Le phénomène sectaire qui est en constante augmentation. Plus 33% de signalements. Plus 33%. Pourquoi aujourd'hui c'est plus prégnant qu'il y a 20 ans? Comment savoir qu'une prise d'opposition sur les réseaux sociaux est complotiste? Est-ce que l'emprise des sectes en France est en train de s'aggraver ? Ces assises sont très importantes. Il ne s'agit ni plus ni moins du premier événement politique d'ampleur dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires depuis plus de 20 ans, avec l'adoption de la loi Abou-Picard en 2001 et la création de la Miviludes en 2002. Il n'est donc pas exagéré de l'affirmer, ces assises constituent un moment fondateur. Les dérives sectaires représentent un danger majeur pour notre société et les combattre avec la plus grande énergie est non seulement le rôle de l'État avec l'appui des élus, des collectivités et de la société civile, mais c'est également un devoir, tant les enjeux sont vastes. Je suis rentré dans un mouvement sectaire, je devais avoir environ 3 ans. Je suivais mes parents forcément. On a le sentiment d'être écouté tel qu'on est, pour qui on est, de recevoir des conseils. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais on est en train de donner toutes les informations qui vont permettre d'être manipulés. Comment est-ce qu'on peut savoir que quelque chose est normal ou n'est pas normal? C'est quelque chose de très difficile quand on n'a pas de point de comparaison avec l'extérieur. Bonjour, Sonia Baquès, secrétaire d'État à la citoyenneté. Donc, on est en train d'organiser les premières assises nationales des dérives sectaires, puisque la lutte contre les dérives sectaires fait partie du travail du ministère de l'Intérieur. Nous devons désormais changer d'échelle. C'est la raison d'être de ces premières assises nationales de la lutte contre les dérives sectaires, comprendre à travers un diagnostic partagé les dérives sectaires dans notre pays aujourd'hui et proposer, et j'insiste sur ce point, des actions concrètes qui constitueront notre feuille de route pour les années à venir. La question économique, la question financière de ces mouvements et de leur capacité à se développer et à utiliser le vecteur formation pour accroître leur part de marché, leur visibilité et recruter de nouveaux adeptes est sans doute une des questions clés à laquelle il faut nous attacher. Notre première priorité, ça serait d'arrêter de parler de médecine complémentaire. Le terme de médecine est un terme qui n'est absolument pas protégé par le Code de la santé publique et qui est assez confusionnel dans l'esprit des gens et qui nécessite aujourd'hui effectivement d'être abandonné au profit, nous l'espérons, de ce terme de PSNC qui dans ce rapport figure très souvent. Donc aujourd'hui, en fait, on a la Miviludes, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui en fait dispose d'un certain nombre de moyens de plusieurs ministères, de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'économie, pour faciliter les signalements, pour le cas échéant lancer des enquêtes. Et puis après, on a des services d'enquête qui vont permettre de poursuivre les gourous, les charlatans, ceux qui finalement exercent une emprise sur des personnes, emprise psychologique, emprise physique, emprise financière. 20% des signalements que reçoit la Miviludes chaque année relèvent du domaine de la santé. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de réagir fermement face à ces dérives sectaires qui gagnent du terrain. Ces dérives sont insidieuses, d'abord parce qu'elles ne disent pas leur nom. Ensuite, parce qu'elles tirent leur emprise de la vulnérabilité de ceux chez qui elles prolifèrent. L'essor de ces dérives, pendant la crise sanitaire, a mis en avant que ce sont celles et ceux qui étaient le plus éloignés du soin qui se tournaient vers elles. Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé. Collectif NoFakeMed, qui a d'ailleurs participé à la table ronde précédente. J'ai tenu à répondre à l'invitation de Sonia Baquès parce que on sait que plus de 25% des dérives sectaires sont issues des pratiques non conventionnelles de santé et de soins. Et donc il nous semblait important sur ce sujet dont je pense nous avons collectivement pris conscience un peu plus après la crise sanitaire. Certains de nos concitoyens, pour répondre parfois à une peur, parfois à une angoisse forte face à la crise sanitaire, ont souhaité
aller vers ces pratiques non conventionnelles et on a bien vu que les dérives augmentaient fortement. Et d'ailleurs, le nombre de signalements faits à la Miviludes en atteste. Au regard des enjeux, il est plus que nécessaire de relancer les travaux sur ces pratiques. C'est pourquoi je vais lancer dans toutes les prochaines semaines le comité d'appui pour l'encadrement des PNCS. Ce comité d'appui devra également travailler à l'amélioration des modalités de signalement, à la meilleure compréhension des réseaux de prescripteurs de ces pratiques, ainsi qu'à l'élaboration d'une méthodologie de leur évaluation. Georges Fenech, ancien président de la Miviludes et député membre de la commission d'enquête sur les sectes et les mineurs. À ma connaissance, il n'y a pas une seule secte au sens commun du terme qui n'ait fait l'objet d'une dissolution ou d'une interdiction dans notre pays. Jamais. Jamais, ça ne s'est produit. Alors, j'ai répondu spontanément à l'invitation de Madame la secrétaire d'État, Sonia Backès, pour participer à ces assises des dérives sectaires. 40 ans de lutte contre les dérives sectaires, depuis le premier rapport en 1983 d'Alain Vivien, faire part de mon regard sur toute cette période historique que j'ai connue moi-même, en tant qu'ancien président de la Miviludes, et dire à quel point il était important qu'aujourd'hui se mobilise aussi aux côtés de la ministre l'Assemblée nationale pour relancer effectivement des actions pour protéger nos concitoyens du phénomène sectaire. C'est parfait. Maîtriser à merveille. Voilà. Et le sujet et le temps. Eh ben, je vous remercie. Merci. On se rend compte que l'immense majorité de ceux qui sont dans les domaines du développement personnel, qui confinent à cette spiritualité dévoyée dont je parlais, et de la santé alternative, je dis santé alternative parce qu'ils ont des prétentions, mais c'est peut-être pas la réalité, eh bien ils sont contre. Ils ont un discours en interne qui est toujours contre la médecine, contre la science, complotiste, etc. Et ce que je crains le plus, c'est quand ils trouvent une caution d'État, non pas la caution des associations qui a une valeur moindre, mais la caution d'institutions publiques, d'État éventuellement, et qui s'infiltrent d'une certaine façon, même quand ils se présentent les plus lisses possibles, les plus modérés possibles, ce sont toujours des chevaux de Troie dans le système. Mon souhait en tant que parlementaire aujourd'hui ici, c'est vraiment d'abord d'écouter l'ensemble des acteurs et de pouvoir, à la lumière de ce travail, pouvoir demain proposer des évolutions législatives, être aussi moteur en matière de coordination des associations et des services de l'État, et de pouvoir aussi continuer à accompagner les efforts faits par le gouvernement pour pouvoir avoir une réponse publique qui soit à la hauteur. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience un peu nouvelle liée à l'impact du complotisme sur un certain nombre de démocraties européennes. Les Allemands ont été touchés, il y a QAnon qui a fait un certain nombre de dégâts un peu partout, et donc il y a une prise de conscience, sans doute qui ne va pas assez vite pour ce qu'on aimerait, mais en tout cas ça existe, et je pense qu'il y a aujourd'hui une porte ouverte au niveau européen. Donc notre travail, c'est surtout de l'écoute et de l'accompagnement pour leur expliquer ce qu'est un groupe sectaire. Et nous allons également travailler sur la prise en charge judiciaire, c'est-à-dire au sein du Conseil d'orientation, nous avons déjà travaillé sur la loi qui existe, est-ce qu'elle est suffisante ou pas. Et donc le rôle de l'UNADFI est évidemment l'accompagnement des victimes, mais c'est aussi ce travail de prévention, de formation et d'essayer d'avancer ensemble avec l'État pour mieux accompagner les victimes. Comment on permet aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, qui aujourd'hui principalement s'informent sur les réseaux sociaux, pour dire les choses telles qu'elles sont, d'avoir un esprit critique suffisamment aiguisé pour pouvoir gagner la bataille du doute. Simplement celle du questionnement. Celle du questionnement sur les sources, les questionnements sur la véracité, parfois aussi le questionnement sur l'intelligibilité de l'information qu'on a reçue. Je m'appelle Sarah El Haïry, je suis la ministre en charge de la jeunesse et du service national universel. Le temps qu'on vit aujourd'hui fait que ça va vite, ça va parfois trop vite, que les parents
même si y a un certain nombre qui essaient de poser un cadre, ne sont pas au courant que leurs enfants ont un certain nombre de profils d'accès à certains réseaux sociaux, puisque la règle à la maison, c'est tu n'as pas le droit de. Mais pour autant, dans les cours d'école, dans les cours des collèges, ils ont accès à ces réseaux sociaux. Et donc, ils s'informent sur ces réseaux sociaux. Cette lutte, elle se gagnera par l'éducation, bien sûr, mais aussi quand les jeunes et les adolescents pourront eux-mêmes aussi signaler, être des acteurs. Et pour ça, eh bien, leur engagement est nécessaire. C'est pour ça que nous travaillons aussi beaucoup avec des jeunes en service civique, des jeunes qu'on initie dans le cadre du service national universel, ou encore grâce aux associations d'éducation populaire qui permettent aux jeunes de se réapproprier les moyens d'information, qu'ils soient visuels, sur Internet ou dans la presse plus classique et traditionnelle. Je crois que c'est un combat qu'il est nécessaire de gagner, mais qui ne se gagne que collectivement. Les enfants sont des proies faciles. Comme mineurs, c'est bien le sens que le philosophe Kant donne à ce terme. Ils sont par nature dépendants des adultes qui littéralement donnent forme à leur univers. Bonjour, je suis Charlotte Cobel, je suis secrétaire d'État chargée de l'enfance auprès de la Première ministre. Pour s'élever à peu près à 4000 signalements, 12% de ces signalements concernaient des mineurs. C'est beaucoup, c'est trop, d'autant que nous le savons, les victimes d'emprise sectaire se caractérisent aussi par leur invisibilité, parce qu'elles n'ont pas conscience d'être victimes ou même refusent le statut de victime. Or, si des adultes considèrent qu'ils ne sont pas victimes, comment penser que des enfants puissent se signaler comme victimes ? Pour moi, c'est extrêmement important de considérer que c'est un public particulièrement fragile. Par ailleurs, c'est très marquant pour eux parce qu'ils se retrouvent dans des situations d'isolement, isolement de l'école, isolement des amis, et après dans des difficultés de socialisation dans les années qui suivent. Et par ailleurs, c'est très important de former tout le champ de l'enfance, le champ évidemment de l'éducation nationale, mais je pense que d'autres ministres en ont parlé, mais aussi le champ de la protection de l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse qui s'occupe des enfants en situation de délinquance, parce que justement, on vient les conduire à commettre un certain nombre d'infractions, et ce sont des publics fragiles qui sont souvent les proies des mécanismes sectaires. D'ici à l'élaboration de la feuille de route, on va effectivement continuer les travaux par le biais de groupes de travail. Clairement, les réseaux sociaux sont devenus le principal outil de recrutement de ces phénomènes, de ces organisations, voire de ces nouveaux gourous. Donc l'idée, c'est de signer un partenariat avec les plateformes qui étaient toutes présentes aujourd'hui dans le groupe de travail qui a évoqué ce sujet-là, de manière à en fait en faire un partenaire de confiance, c'est-à-dire qui permettrait en fait d'une part à la Miviludes de signaler pour demander le retrait de contenu illicite, et puis on va favoriser les signalements avec, et là j'en viens à la démultiplication des moyens de la Miviludes, puisque j'ai parlé de l'augmentation de 25% des moyens de la Miviludes, mais l'idée c'est aussi d'avoir une démultiplication de nos moyens avec finalement une territorialisation du phénomène, avec je vais y revenir, des référents dans les différents services déconcentrés de l'État. Ce qu'on est en train de démarrer ensemble prouve qu'on a bien fait de se lancer. C'était un pari, c'était risqué, et encore une fois, je le dirai pendant mon propos, c'est évidemment la première pierre de quelque chose, mais en tout cas, vraiment, je voudrais remercier chacun d'entre vous, d'abord parce que vous avez été présents malgré les difficultés de transport, ça c'est la première chose, et ensuite parce que chacun de vous a donné le meilleur dans les tables rondes d'hier, dans les commissions d'aujourd'hui, pour qu'on puisse commencer à construire ensemble l'après, puisque Donatien a dit qu'il y aurait un avant et un après ces assises, et donc pour construire l'après le plus efficace possible.